Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et je remercie grandement Madame Khattabi d'être avec nous. Je rappelle qu'elle est la ministre chargée des personnes en situation de handicap. Nous sommes avec Géraldine Amand, que je salue. Bonjour avec Laurent Tessier, qui est la rédaction en chef de cette émission. Bonjour à tous. Ah, mais je pensais que c'était notre ami Eh ben non. Fabrice Lafitte qui était là, mais on ne me dit rien. Il vous l'a pas dit. Mais non, personne ne me dit rien. Bonjour. Bonjour monsieur le réalisateur. C'est qui? Comment ça va monsieur le réalisateur? Très bien. C'est Monsieur Blanc. Mais c'est Monsieur Blanc, Ah oui, bien sûr, qui est là. Mais il y a une sorte de on voit mal à travers la vitre, de reflet, donc on ne me dit rien. Mais on voit très très bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Il est venu quand même, Monsieur Guénec, aujourd'hui. C'est un lundi de Pentecôte. C'est une journée pour les personnes âgées, donc vous n'êtes pas a priori directement concerné. Eh non, contrairement à vous. Bonjour à tous. Merci, bien sûr. Bonjour Monsieur Guénec et bonjour à Florian Carassou-Maillan. Madame la ministre, ministre chargée des personnes en situation de handicap. Et des personnes âgées. Et des personnes âgées. Mais c'est tellement large le handicap. Entre le handicap physique, le handicap intellectuel, le handicap, je sais même pas d'ailleurs, parfois il y a ceux qui sont en difficulté dans les écoles et qui ont une aide de vie scolaire, est-ce qu'ils sont catalogués comme en situation de handicap ou pas? Je me dis, comment vous pouvez gérer des cas aussi différents parce qu'il n'y a pas un handicap, il y en a des dizaines ou des centaines? Oui, vous avez raison, le handicap est multiple. Et le principal, c'est de faire en sorte d'améliorer, j'allais dire, le quotidien de l'ensemble des personnes en situation de handicap et de faire en sorte qu'elles puissent être accompagnées de manière qualitative, et ce, partout, que ce soit à la crèche, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'emploi, à l'université. Je le dis, c'est à la société de s'adapter et de faire en sorte de bien les accompagner. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai le sentiment vraiment qu'il y a beaucoup de travail à faire à l'école. Et notamment pour les élèves qui sont en difficulté physique, peut-être, et j'ai l'impression que c'est assez réglé en difficulté physique. J'ai l'impression que les autres difficultés ne sont pas prises en compte. Je pense à tous les parents qui ont des enfants dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques, dysorthographiques, etc. Il y a une aide de vie scolaire, je crois, entre la 6e et la 3e. Après, il n'y a plus d'aide de vie scolaire. Donc, quand tu as les moyens, tu mets ton enfant dans une école spécialisée. Quand tu ne l'as pas, c'est plus compliqué. Est-ce que ça, c'est un effort sur lequel votre attention est portée? Bien sûr. Pour y répondre, nous avons lancé la deuxième stratégie sur les troubles du neurodéveloppement, justement. La première, elle s'élevait à 550 millions d'euros. Aujourd'hui, la deuxième à 604. Il faut des moyens. Il faut des moyens. Les moyens sont mis sur la table. Et est-ce que ces élèves doivent être mis à part ou est-ce qu'ils doivent être avec les autres? Et ça avait été un débat pendant la présidentielle. Moi, j'ai l'impression que ces élèves, ils sont tellement en difficulté qu'il faut parfois les regrouper. Écoutez, le nombre d'élèves en situation de handicap de manière globale a augmenté, effectivement, de manière très significative au sein de l'école de la République, puisqu'aujourd'hui, 470 000 enfants sont accueillis au sein de l'école de la République. Avec 140 000 d'ailleurs, c'est le dernier chiffre que j'ai eu il y a quelques jours, 140 000 AESH, donc qui accompagnent ces enfants en situation. C'est qu'un AESH. C'est un accompagnement pour élèves en situation de handicap. Alors là, mais handicap physique ou handicap intellectuel? Les deux. Et ce qui évidemment n'a pas de rapport. Bien sûr, mais il nous faut faire en sorte, vous savez, c'est une question de dignité de ne pas discriminer. Il n'est pas normal aujourd'hui que, par exemple, certains élèves passent sous les radars, ne sont pas du tout connus par l'école de la République. Autistes. On a eu des témoignages parfois de jeunes gens autistes. Il faut effectivement faire en sorte que dans les classes, par exemple, dans nos écoles, on ait des salles de répit justement pour les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, qui sont autistes. Ça permet d'avoir, à un moment donné, de faire redescendre la pression. Il devrait d'ailleurs en avoir dans toutes les écoles de la République. L'école, j'allais dire, on y met les moyens pour faire en sorte que cette école puisse accueillir les enfants, tous les enfants de la République, mais après il faut faire en sorte que pour les handicaps spécifiques qui demandent un accompagnement de qualité, eh bien nous ayons, et c'est là, Monsieur Praud, où c'est extrêmement important, on réussira l'école inclusive quand il y aura les professionnels du médico-social au sein de l'école de la République, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi j'essaye de faire en sorte que le monde de l'éducation nationale travaille en étroite collaboration avec les professionnels du médico-social. On va marquer une pause, on parlera évidemment de ce qu'on voit en ville, des transports en commun qui ne sont pas accessibles, des souffrances supplémentaires pour ceux qui ont un handicap. On va être dans une seconde avec une personne dont la mère est handicapée et très âgée. Mais votre parcours personnel, comment ce sujet du handicap est venu au cœur de votre vie ? Alors écoutez, j'étais déjà élue députée en 2017 et puis ensuite j'ai présidé la commission des affaires sociales
de 2020 à 2023, lorsque Brigitte Bourguignon est entrée au gouvernement. Et ensuite, en juillet, Elisabeth Borne m'a fait cette proposition de prendre effectivement ce ministère. Au départ, c'était uniquement les personnes en situation de handicap. Puis, après le remaniement, on m'a proposé les personnes âgées. Et en fait, ce sont, j'allais dire, des publics qui ont beaucoup de points communs. C'est-à-dire quand on parle des aidants, les aidants accompagnent les personnes en situation de handicap, mais accompagnent aussi nos aînés. Quand on parle aussi de lutte contre la maltraitance, ça concerne aussi les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Et donc, c'est un ministère qui est cohérent. La lutte contre la maltraitance, contre aussi certaines violences qui sont faites, par exemple, à l'égard des femmes en situation de handicap ou des personnes âgées. Donc, tout cela, il y a des sujets en commun. Et donc, je me réjouis de la confiance, effectivement, à la fois des différents premiers ministres et du président de la République. On marque une pause et vous allez pouvoir interroger Madame la ministre Fadila Khattabi. Pardonnez-moi, Fadila Khattabi. On pourra parler de l'accessibilité de Paris pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, du remboursement des équipements parasportifs. On a évoqué déjà le film Artus, mais c'est vrai que allez le voir, ce film. Allez le voir. Très beau film. Et puis les places aux Jeux paralympiques qui se vendent moins que les Jeux olympiques. À tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h et poser vos questions à notre invité Fadila Khattabi, un seul numéro, celui-ci. À tout de suite sur Europe 1. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec notre invité Pascal Fadila Khattabi, ministre chargé des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Et je la remercie grandement parce que c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous. D'abord parce que dans nos familles, on peut être confronté à cela. Et puis nous-mêmes pouvons un jour être confrontés à cela. On est avec Julia. Bonjour Julia. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous vouliez intervenir et peut-être poser une question à Madame la ministre et peut-être décrire votre cas. Alors, poser une question, il y en a des milliers de questions à poser. Simplement faire un certain nombre de remarques sur le handicap, en tout cas dans la ville de Paris, pour ce qui me concerne. Moi, j'ai une mère qui a 93 ans, qui est handicapée, qui est dans l'impossibilité évidemment de voyager par le métro, voire même d'ailleurs dans le bus, puisque les bus sont pas tous équipés de plateformes qui permettent d'accéder au transport en commun. Le métro, n'en parlons pas. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, il n'y a évidemment pas d'ascenseur qui, de surcroît, quand ils existent, ne fonctionnent pas. Voilà, on va pas se mentir. Je vous épargne la saleté, mais ça c'est un autre débat. Donc en fait, le problème du handicap en France, c'est qu'il est transparent. On voit pas les handicapés. Et de mon point de vue, il y a 3 piliers qui sont sous-jacents à ça. Il y a d'abord la volonté politique de le faire. Je vous rappelle quand même qu'en 2015, tous les bâtiments publics et privés devaient être aux normes handicapées, ce qui n'a pas été le cas. Et depuis, je vois rien venir. Je n'entends rien, pas de son, pas d'image. Il y a un problème d'argent. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'argent. Il y a donc ce problème de volonté aussi d'investir pour les personnes handicapées. Et puis la troisième chose, il y a un problème de civisme parce qu'il y a les métros, les transports en commun, c'est aussi ça que vous souhaitez souligner, c'est la galère. C'est impossible. Voilà. Essayez, faites le test, mettez-vous dans un fauteuil roulant, essayez de rentrer dans un bus, on n'a même pas évoqué le métro, parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à la rame. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de handicapés dans un bus aujourd'hui à Paris ? Alors, si, quelques-uns, de temps en temps, quand le chauffeur du bus est décidé à descendre sa plateforme, ou quand il en est équipé, parce qu'il n'en est pas nécessairement équipé. Et puis, en plus, si le bus est plein, la personne handicapée ne peut pas rentrer. Madame Khattabi va pouvoir vous répondre. Est-ce que Paris, par exemple, est moins bien équipé ? Est-ce qu'il y a des villes qui sont en France plus pointues que d'autres ? Merci Madame pour votre intervention et vos observations. Bien sûr, il y a un sujet d'accessibilité dans notre pays. Concernant le métro, effectivement, seule la ligne 14, et quand les ascenseurs ne sont pas en panne, est accessible. Mais malgré tout, nous avons augmenté le nombre de stations par 4, le nombre de stations accessibles aujourd'hui. Et toutes les nouvelles lignes le seront. Évidemment, nous allons accueillir, et c'est une première, les Jeux paralympiques en France, c'est inédit. Et donc les Jeux ont été un formidable booster pour relever ce défi qui est énorme. Alors, vous ne voyez peut-être pas, madame, mais l'État met aujourd'hui 1,5 milliard sur uniquement
l'accessibilité. Il y a eu 430 millions d'euros pour faire en sorte que les gares, en tous les cas, qui vont accueillir les sites sur les sites olympiques, eh bien toutes les gares seront et sont accessibles. Donc 430 millions d'euros sur le transport. Pour ce qui est des bus, tout le réseau de surface, c'est-à-dire bus, tram, est accessible. Aujourd'hui, il faut rassurer... Oui, mais madame vous dit non. C'est ça qui est étonnant. Sur Paris, je vous dame, assure que c'est accessible. Sur Paris, c'est accessible. Alors évidemment, il y a un trafic. En théorie, peut-être, et manifestement, cette dame nous dit c'est pas possible. Alors, il est possible aussi que votre maman, qui a 93 ans, il y a un peu la double peine, parce que 93 ans en fauteuil roulant, c'est sans doute plus difficile que lorsqu'on a 30 ou 40 ans de pouvoir se mouvoir. J'imagine, Julia. Mais vous m'avez étonné en disant, parce que moi, il m'arrive, comme tout à chacun, d'être dans un bus, et je peux voir quand même des personnes en situation de handicap qui ont pu monter dans le bus. Indiscutablement, il y a même des espaces dans les bus qui sont logiquement réservés aux personnes en situation de handicap. Cependant, force est de constater que quand le bus est plein, alors ça rejoint le problème de la civilité, les places handicapées sont occupées par des gens qui sont debout à l'endroit où on devrait pouvoir mettre les fauteuils. Donc il y a un manque d'espace flagrant, voilà, c'est comme ça. L'espace est prévu en fait, mais il y a beaucoup de monde, il y a un trafic important. Est-ce qu'il y a une ville en France qui est pilote, par exemple? Est-ce que vous Alors je n'ai pas eu l'occasion encore d'y aller, mais on m'a dit que Dunkerque, qui est la ville du ministre Patrice Vergrit, on m'a dit qu'elle vraiment... il y a un travail autour de l'accessibilité qui a été fait, qui est énorme. Donc, je pense que, franchement, les élus ont pris à bras-le-corps le sujet pour essayer de relever le défi, mais effectivement, il reste beaucoup à faire. Et c'est le transport en commun qui est souvent le premier, évidemment, l'accessibilité, de pouvoir se mouvoir dans la ville. Nous devons être au rendez-vous, si vous me le permettez. J'aimerais effectivement dire, parce que Madame parlait tout à l'heure des moyens financiers, et donc je profite d'être à l'antenne pour passer de l'information et dire que l'État est pleinement mobilisé. Lors de la conférence nationale du handicap, le président de la République a annoncé justement ce 1,5 milliard pour améliorer l'accessibilité. Il y a 430 pour les transports, mais il y a également 500 millions à destination des bâtiments, des collectivités territoriales, donc les bâtiments publics. Il y a également 300 millions, un fonds territorial d'accessibilité pour les ERP catégorie 5. C'est important de le dire parce que quand vous êtes une personne... Je ne sais pas ce que c'est que les ERP Alors, j'allais le dire, 5. les petits commerçants, les hôteliers, les restaurateurs. Et quand vous êtes une personne en situation de handicap et que vous ne pouvez pas accéder à un restaurant, que vous ne pouvez pas accéder à un commerce, par exemple, c'est discriminant. C'est aussi une atteinte à la dignité des personnes. Et donc, je me permets de le dire, l'État accompagne à hauteur de 50% avec un plafond de 20 000 euros, y compris l'ingénierie du dossier, est prise en charge par l'État à hauteur de 500 euros. Mais pour ce faire, il faut effectivement la mobilisation des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs. L'État est au rendez-vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit? Tout l'écosystème, et j'entends les personnes en situation de handicap qui me disent « Madame, mettez des sanctions ». Et quelque part, elles ont raison. Mais plutôt que de mettre des sanctions, nous avons préféré mettre une incitation financière qui est inédite. Monsieur Pro, c'est inédit. Pour aider les restaurateurs, hôteliers, c'est inédit, les 300 millions d'euros. Et là, effectivement, il faut que les acteurs se bougent. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui est un exemple en termes de rapport au handicap? Je ne sais pas s'il y a un pays au monde, mais effectivement, en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que par rapport à la loi qui a été votée maintenant il y a plusieurs années, nous ne sommes pas au rendez-vous. Mais malgré tout, et vous l'avez dit dans vos propos liminaires, les choses bougent, les choses avancent. Mais nous devons... Mais quel est l'exemple, par exemple, en Europe? On dit parfois les pays du Nord. Les pays du Nord, on me dit que... Mais je n'ai pas eu encore l'occasion de faire un déplacement dans le Nord. Vous savez... Les mots d'amour, c'est bien, les preuves d'amour, c'est mieux d'aller vérifier sur le terrain. Alors c'est vrai que vous donnez des chiffres. Moi, j'ai toujours du mal avec les chiffres parce que je trouve qu'ils ne... C'est important et je l'entends pour vous, bien sûr. Je pense toujours à l'auditeur et un chiffre chasse l'autre, et quand on lui dit 1,5 milliard, en fait, ça veut rien dire. Pourquoi? Pour moi, ça ne... En revanche, si vous me dites que tous les commerces ou tous les bus de France doivent être équipés, là, je peux le visualiser. Mais c'est vrai que cette notion d'argent... Je ne sais même pas ce que tu en fais, je ne sais même pas combien ça coûte, mais je profite de votre antenne dans la mesure où encore des commerçants, des hôteliers me disent « Madame, nous ne sommes pas, nous n'avons pas connaissance de ce fonds ».
Donc il est normal que j'en fasse la promotion et leur demander de se mobiliser pour répondre à cet enjeu de l'accessibilité. Je veux dire, l'État vraiment prend ses responsabilités, les autres maintenant les jeux, parce que ça c'est les jeux extrêmement important. Voilà, c'est les Jeux paralympiques qui auront lieu donc après les Jeux olympiques, les dates entre le 28 août et le 8 septembre. Bon, donc nous sommes à J-100. Bon, alors il y aura évidemment les mêmes dispositifs que pendant les Jeux. Bien sûr. Donc ça sera possible. Ce ne sont pas des Jeux, j'allais dire, à négliger. Au contraire, il y aura de très belles manifestations également pour le lancement des Jeux. Oui, une place très importante. Et je remercie également, je vous remercie aussi d'en faire la promotion, tout comme France Télévisions, où il va y avoir 300 heures de diffusion, y compris du direct. C'est inédit, c'est 3 fois plus qu'à Tokyo pour les Jeux. Donc vous voyez, c'est pas des jeux au rabais, c'est des jeux qui sont vraiment... Ce qui est important dans les Jeux, et c'est vrai aussi par exemple pour ce film Artus, c'est que ça permet de changer peut-être le regard. C'est ça qui me paraît peut-être l'essentiel. Alors Monsieur Pro, c'est bien de changer le regard, c'est important, mais je crois que ce qui est aussi important, c'est de changer la vie des personnes en situation de handicap. Et pour changer la vie, effectivement, nous devons être bousculés et faire tomber les préjugés et mettre un terme aux discriminations. Et ce, partout. C'est-à-dire que l'arrivée d'un enfant en situation de handicap, y compris un bébé, doit pouvoir être accueilli dans une crèche. Pour permettre à la maman de poursuivre son travail. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont seules. Parfois, le monsieur est parti. Et la femme se retrouve seule avec son enfant en situation de handicap. Et parfois, elle s'arrête de travailler parce qu'effectivement, elle a des problèmes de garde. Donc, la discrimination, on doit mettre un terme dès l'arrivée de l'enfant. Et ce, jusqu'à tout le parcours de vie. À l'école, on en parlait tout à l'heure, à l'université, dont le nombre d'étudiants augmente d'ailleurs, dans l'emploi également, à condition bien sûr que les lieux de travail soient accessibles. Vous voyez, l'enjeu de l'accessibilité, c'est l'accessibilité qui nous permet, effectivement, qui permet à la société de s'adapter et de répondre à cet enjeu. Si, effectivement, vous avez envie de travailler, mais le lieu de travail n'est pas accessible, eh bien, c'est un frein. Une dernière chose avec les places pour les JO qui se vendent peut-être moins bien, et ça peut être une déception. Je dirais pas ça. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 1 million de billets qui ont déjà été vendus. Par exemple, sur le Para-Ice Cream, tout est vendu. Il nous reste encore à peu près 1,9 million de billets à vendre. Mais quand on regarde l'histoire, en fait, avec le lancement des JO, eh bien après ça booste et les gens ont envie de continuer de faire la fête. Et j'ai envie de dire aux Françaises et aux Français, venez soutenir nos parasportifs, nos para-athlètes qui vont nous faire vibrer. Parce que effectivement, ils se sont entraînés maintenant depuis des mois, des années, et ils méritent effectivement que nous venions les soutenir. Bon, je vous remercie. Puis vous avez un avantage pour une femme politique, c'est que a priori le handicap n'est pas de droite ou de gauche. On peut tous se rejoindre a priori pour vouloir investir massivement pour que ceux qui sont en situation de handicap se sentent le mieux possible. Nous sommes tous concernés. 12 millions de Français sont concernés par le handicap. 12 millions soit directement, soit parce qu'ils ont un proche. Oui, donc, mais c'est vrai que faisons tous le tour autour de nous et on s'aperçoit que, bien sûr, on l'est. Et c'est l'affaire de toute la société, encore une fois, de la ministre que je suis, mais également de l'ensemble de la société. Je vous remercie grandement. On n'a pas parlé, on a parlé de la métropole, on n'a pas parlé des territoires d'outre-mer. Je suis pas sûr que ce soit aussi facile, que les moyens soient aussi importants. On parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie en ce moment. Je suis pas sûr. Je salue l'appel au calme quand même, ce qui est extrêmement important. Mais que l'ordre républicain. Je suis pas sûr, par exemple, en Guyane, que je connais un petit peu, que les moyens soient les mêmes qu'en métropole. Mais dès que vous sortez de la métropole, c'est souvent une réflexion que vous pouvez vous faire. Je vous remercie grandement, Madame Khattabi, ministre chargée des personnes âgées. Je m'en vais à Pau. Vous partez pour Pau, là? Pau, oui, pour les 100. Oui, là, j'ai un avion. Écoutez... Voilà, pour l'arrivée de la flamme olympique à Pau. J'allais dire, faites attention à vous, si vous me permettez cette familiarité, mais c'était bien de vous avoir en ce lundi 20 mai et d'échanger avec les auditeurs. Il est 11h28, nous marquons une pause et nous revenons dans une seconde. 01 80 20 39 21, c'est le numéro non surtaxé que vous pouvez composer pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Tout de suite.